Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode un petit peu plus fondamental dans lequel je voudrais revenir sur l'inflation, comment l'estimer, comment la combattre, pourquoi on cherche à faire ça aussi. Donc tout d'abord, je tiens à faire un rappel. Une des raisons pour laquelle on investit, c'est pour combattre l'inflation. Et la deuxième raison pour laquelle on investit aussi, qu'on peut souvent citer, c'est pour faire fructifier son patrimoine. L'inflation, la définition qu'on pourrait donner, c'est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. En gros, il s'agit d'une perte de pouvoir d'achat. Votre même euro achètera moins de choses l'année suivante. Donc si vos revenus augmentent à la même vitesse que l'inflation, vous ne gagnez pas de pouvoir d'achat. Et si votre capital ne s'apprécie pas, votre argent perd en valeur. Il faut donc investir, et ça c'est quelque chose dont on a souvent parlé sur la chaîne. Maintenant, je voulais aussi rapidement vous parler de l'inverse de l'inflation, qui est la déflation. Et ça, je vous en ai déjà parlé. L'innovation humaine, les gains de productivité, etc., c'est de façon générale assez déflationniste. Et les États feront tout pour combattre ça. Parce qu'en effet, quand on a de l'inflation, on a une incitation à dépenser et une augmentation des prix, ce qui va donner de la croissance des revenus pour les États à taxe fixe. C'est-à-dire que évidemment, si on a de l'inflation, eh bien on va dépenser plus, donc plus de TVA, plus d'impôts, et donc les États ont plus de budget. Et aussi, une des grosses raisons pour l'inflation, c'est que ça incite à la croissance, puisque ça va créer une augmentation du PIB. Par contre, attention, l'inflation, c'est une augmentation du PIB, mais ce n'est pas forcément une création de valeur, puisqu'au final, votre argent vaut de moins en moins dans le temps, et donc si la croissance du PIB est égale ou inférieure à l'inflation, ce n'est pas forcément une bonne chose. Et maintenant, on a la déflation qui, elle, est une incitation à ne pas dépenser et une baisse des prix. Et vous aurez donc une décroissance, donc une baisse des revenus des États à travers les impôts à taxes équivalentes. Et ça, c'est assez facile à comprendre, la déflation. Je donnais la dernière fois un exemple en coaching. Si vous avez 100 euros, et que l'année prochaine, ces 100 euros valent 50 euros. Ça ferait une inflation absolument énorme, mais pour l'exemple, on va dire qu'on a beaucoup d'inflation. Eh bien, ces 100 euros, s'ils valent plus que 50 euros l'année prochaine, vous allez les dépenser, puisqu'ils perdent beaucoup de valeur. L'inflation, c'est pareil, sauf qu'on n'est pas sur du 50% d'inflation, mais c'est le même principe. Maintenant, si vous avez 100 euros, et que l'année prochaine, ces 100 euros valent 150 euros, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous n'allez pas forcément le dépenser, mais vous allez peut-être le garder, puisque l'argent va prendre plus de valeur dans le temps. Et c'est pour ça que la déflation incite à ne pas faire circuler l'argent, mais à le conserver, et c'est pour ça que c'est combattu par les États. Et à l'inverse, l'inflation incite à dépenser, et c'est pour ça que les banques centrales cherchent à avoir toujours un petit peu d'inflation, mais pas trop non plus, parce que si on a trop d'inflation, eh bien, ça va créer d'autres problèmes. Donc notre travail en tant qu'investisseur, c'est de combattre cette fuite en avant de l'argent et aller au-delà de l'inflation, donc faire mieux que le taux d'inflation. Mais du coup, comment on estime l'inflation? Est-ce qu'il existe des bons proxys, des bonnes façons de le calculer? Eh bien, on va en parler dans cette vidéo. Donc, utiliser l'immobilier comme proxy pour l'inflation, c'est quelque chose que j'aime faire. Tout simplement parce que l'immobilier, c'est assez difficile, entre guillemets, à imprimer. C'est pas comme de l'argent, comme des lignes sur un ordinateur. Il va falloir fabriquer des biens. On a aussi donc une inflation du stock qui est assez mesurable et stable. On peut créer tant de pourcentage de maisons en plus par an. Et c'est une dépense qui est importante dans le panier du consommateur. Ça pèse beaucoup. Et donc, on le ressent vraiment d'un point de vue de l'inflation si les prix de l'immobilier augmentent. Et si vous prenez les chiffres, aux États-Unis, sur la médiane du prix des maisons depuis l'an 2000, on est à plus de 153%, soit une augmentation annuelle composée de 6,4% en 20 ans. Donc là, on est déjà bien au-delà des 2% qui sont visés par les États d'un point de vue de l'inflation. Si on continue, je vais vous parler maintenant de tout ce qui est le money supply, la masse monétaire, donc la quantité de monnaie en circulation, et on va aussi du coup parler du calcul officiel de l'inflation aux États-Unis. Donc si vous regardez la quantité de monnaie en circulation, et donc l'impression monétaire dans le temps, puisqu'on va imprimer de l'argent qui va être en circulation, et donc on va avoir une inflation sur cette masse globale d'argent en circulation. À savoir aussi, je le préciserai, que pour moi, et de façon générale, il y a beaucoup d'économistes qui vont dire ça, l'argent créé à des fins non productives, ça va créer de l'inflation. Mais une partie de l'argent qui est créé peut être utilisé à des fins productives. C'est pour ça que l'inflation de la masse monétaire, si on la prenait à 100% comme de l'inflation pure, on serait certainement un petit peu au-delà de l'inflation réelle, sachant que l'inflation réelle, elle est très difficile à calculer et personne n'a la valeur exacte. Par contre, quand vous prenez le CPI, donc ça c'est l'inflation officielle calculée aux États-Unis, avec le panier moyen qui est modifié dans le temps, on est à plus 88% en 20 ans, soit une inflation de 3,2%, et ça c'est l'inflation officielle
aux États-Unis. Et là, on voit quand même un énorme écart parce que si vous prenez l'augmentation de la masse monétaire, on est à plus 363% en 20 ans, soit une croissance annuelle composée de plus de 8% par an. Et là, vous voyez qu'on est très décorrélé. Et si on retourne sur l'immobilier tout à l'heure, on était à 6,4% entre les deux. Et donc là, vous voyez un petit peu que globalement, l'inflation, même si on ne sait pas exactement où elle est, eh ben, elle risque d'être entre 3% et peut-être 8%. À savoir que j'ai pris ici des chiffres qui sont quand même très avantageux parce que je démarre en l'an 2000. Si vous refaites l'exercice en vous mettant en 2015, voire 2020, alors là, l'inflation, elle explose, notamment au niveau de la masse monétaire. Vous voyez ici au niveau de mon pointeur rouge, elle a explosé entre 2015 et 2025, surtout après 2020. Et pour référence, si vous prenez le Nasdaq sur 20 ans, il a fait plus 432%, soit 8,62% par an. Donc on fait mieux que l'inflation, mais vous voyez que évidemment le pouvoir d'achat est quand même rogné sur cet argent, sachant que ça c'est sans les dividendes réinvestis. Et le S&P 500 a fait plus de 280%, soit 6,89% en croissance annuelle composée, aussi sans les dividendes réinvestis. Ça, je vous l'ai mis juste pour information, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo que de parler de la performance des indices. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est que globalement, l'inflation, elle est là et elle est certainement en grande partie générée par la création d'argent à des fins non productives. Donc l'impression monétaire pour des choses qui ne vont pas être productives après. Et vous le voyez d'ailleurs, du coup, l'inflation monétaire, c'est au final le pourcentage le plus élevé. Si vous allez dans l'immobilier, vous en retrouvez une partie en croissance annuelle composée, donc une augmentation des prix de l'immobilier. Et si vous prenez les calculs officiels de l'inflation, on est plus bas, puisqu'évidemment, il faut qu'il soit avantageux. Et si on disait aux personnes que l'inflation allait de 4, 5, 6% avec les chiffres officiels, ça inquiéterait beaucoup trop. Donc voilà, au final, on ne sait pas exactement où se placer, mais je voulais vous reparler de l'inflation pour ensuite arriver à ma conclusion, qui pour moi, elle, est la plus importante dans cette vidéo. Même si on ne connaît pas le taux réel d'inflation, mais on peut estimer qu'il est quand même plus élevé que les chiffres officiels, en tout cas, ça c'est mon avis. Au final, si on fait l'hypothèse que l'inflation est là et qu'elle est élevée, eh bien on comprend qu'il faut commencer à investir. Et c'est ça la conclusion de cette vidéo. C'est que clairement, si on laisse de l'argent qui dort sur un compte courant ou même sur un livret A, eh bien on va se faire clairement ronger par l'inflation et en plus on ne va pas faire augmenter son patrimoine. Et je veux vraiment ramener ce déclic, commencer à investir, mettre une stratégie en place et ensuite évidemment ne pas trop se prendre la tête. Mais il faut mettre les actions en place, il faut le faire à un moment parce que si on laisse l'argent dormir, eh bien je pense que c'est de notre responsabilité si cet argent se fait ronger par l'inflation parce qu'on était au courant. Et donc si on n'agit pas, c'est de notre faute au final parce que les faits sont là, on est au courant. Et je finirai la vidéo là-dessus. Tout argent dépensé ne subira pas l'inflation et donc il faut aussi savoir profiter. J'ai toujours prôné l'investissement comme vous le savez sur la chaîne. Je pense que c'est un outil assez puissant pour se donner des choix dans la vie. Mais évidemment, il faut aussi dépenser et vivre parce que avoir de l'argent pour avoir de l'argent, ça n'a pas d'intérêt. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Évidemment, dépenser avec raison tout en préparant son avenir. Et ça, c'est l'idée que j'ai toujours défendue. Connaître son pourquoi, ses objectifs et pourquoi on investit. Et je vous ai souvent partagé ma vision des choses sur la chaîne, que moi j'ai avant tout commencé à investir et je continue aussi à investir aujourd'hui pour me donner des choix dans la vie, pouvoir dire oui à des choses, mais aussi et surtout pouvoir dire non, gagner en liberté, me protéger, apporter de la valeur autour. Et au final, c'est pas de l'argent pour de l'argent, c'est de l'argent qui me permet d'avoir des choix, d'accomplir des projets, de me mettre en sécurité, etc. Chacun aura ses objectifs, mais au final, c'est de notre responsabilité et il faut mettre les actions en place. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.